Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Face à la complexité des problématiques que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui, l'intelligence collective est peut-être un des moyens de répondre aux défis qui nous attendent. Jérôme Lavins accompagne les organisations depuis une dizaine d'années à innover en se tournant vers ce concept et nous livre ici son œil d'expert sur le sujet. Une démarche qui amène à prendre en compte l'individu sans oublier l'intérêt du collectif, à faire danser ce jeu et ce nous, à sortir de la performance et de ce faire incessant pour laisser plus de place aux émotions et à l'être, et ainsi respecter les principes du vivant tout en consignant ceux du féminin et du masculin. Jérôme nous partage aussi comment cela peut avoir un impact sur le travail sur soi en tant qu'homme, au travers de son parcours ainsi que des espaces d'accompagnement qu'il crée, et notamment ses stages au cœur du masculin. Un épisode un peu plus long que d'habitude, ô combien riche. Bonne écoute. Bonjour Jérôme. Salut Loïc. Merci d'être là, merci d'être présent. Je suis très heureux de t'accueillir. Moi aussi, bienvenue à la maison. Bienvenue dans le salon. Comment vas-tu? Quelle est ton humeur du jour, du moment? Écoute, je me sens très actif. Si je regarde depuis ce matin. Et en même temps, j'ai fait des rencontres complètement folles. Donc, j'arrive avec de la joie. Et puis là, le fait d'être posé dans cet espace de partage, je sens qu'il y a quelque chose qui... Donc, c'est cool. C'est bon pour le week-end qui arrive. Merci. Je suis aussi dans une météo plutôt ensoleillée aujourd'hui et très heureux de t'accueillir. Si j'ai voulu t'inviter, c'était notamment pour ton parcours, pour ce que tu es, toi en tout cas, de ce que j'ai pu en voir. Et j'avais envie aussi que tu nous apportes tes lumières sur l'intelligence collective. Et du coup, c'est quoi l'intelligence collective? Quels en sont les principes? Alors avant de partir des principes, c'est comment j'ai découvert ça. Je te propose de partir de là parce qu'en fait, une histoire, elle parle toujours. Bien sûr. En tout cas, quand j'observe ma vie d'une rencontre. Je travaillais dans un contexte industriel et je fouillais le sujet de qu'est-ce qui amène des individus à innover, à créer des options nouvelles. Et après un projet... je dirais, très impliquant dans la structure, dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Ça a super bien marché, techniquement, commercialement, et surtout humainement dans la gestion du projet. Et j'ai choisi d'un peu, je pourrais dire, de modéliser qu'est-ce qu'on avait fait de particulier qui faisait que ça avait marché. Et surtout, les personnes qui avaient travaillé avec moi dans le projet disaient « un truc comme ça, je veux bien repartir ». Donc il y avait quelque chose qui était chez moi, j'ai envie de reproduire ça parce que je voyais que on avait dépassé des défis et en même temps on était super contents et je me suis dit je vais replonger et je vais essayer de comprendre. Donc j'ai été faire un master en innovation et dans ce master en innovation on demandait d'explorer le sujet. Et pour faire cette étude de cas, tu lis des bouquins, des articles à n'en plus finir pour essayer de trouver ton angle d'attaque. Et en fait, donc ça date de 2012, tu vois, pour te resituer à peu près. J'ai commencé à lire quelques articles sur la notion d'intelligence collective. J'ai dit c'est marrant, j'ai l'impression qu'on fait ça à l'intérieur de l'entreprise. J'en suis pas sûr. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tirer la ficelle pour essayer de comprendre comment dans la théorie basique, c'était déjà approché par des chercheurs en sciences de gestion, de la relation humaine, etc. là-dessus. Et donc j'ai fait une étude des cas, mais à travers le prisme de la situation vécue au sein de l'entreprise où j'étais.
Et en faisant cette étude de cas, bah oui, on travaillait autrement durant les réunions. J'avais quand même, pour te donner quand même un ingrédient de mon parcours, c'est qu'à la base, je suis biochimiste. La science du vivant me passionne. Et des fois, dans mon milieu professionnel, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre plus vivant les réunions où je m'ennuyais grave, ou des fois je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Ou des fois je me disais, mais ça va rien produire, etc. Donc il y avait quelque chose qui m'avait interpellé très jeune. Hein. Je devais avoir 21, 22 ans. J'ai commencé à bosser dans l'industrie à 20 ans. Et j'ai fait en parallèle d'études scientifiques, des études en psychologie du travail. Et puis là, j'ai commencé à avoir des clés. Donc tu vois, ce sujet, entre guillemets, entre la science dure et les sciences molles, me passionnait parce que je voyais bien que la pure technique n'était pas l'élément limitant à l'émergence de quelque chose de nouveau dès qu'on travaille ensemble. Donc j'ai voulu comprendre ça. Après une quinzaine d'années, justement, quand j'ai eu la responsabilité, les cartes blanches pour pouvoir œuvrer, je suis tombé dans le jus de l'intelligence collective. Et donc j'ai fouillé, j'ai tiré les ficelles. Et donc pour moi, à cette époque-là, c'était comment on peut innover en travaillant autrement durant les réunions. C'était un peu ça ma formule de base. Grosso modo, on va faire une réunion ensemble. Et donc forcément, quand on se rassemble, ça doit marcher ou ça doit marcher mieux. C'était ça mon prisme à ce moment-là. Oui, j'imagine que c'est. Et bien évidemment, ça a évolué. Et la vie m'a amené à faire des rencontres incroyables, c'est-à-dire j'ai fouillé le sujet avec le champ de la connaissance scientifique à ce moment-là. J'ai exploré à travers l'expérience et puis la vie m'a amené à rencontrer des individus qui travaillaient aussi sur ce sujet. Et dans mon expérience de vie, donc j'ai fait le lien qu'il n'y avait pas d'innovation sans intelligence collective. C'est un préalable. Mais la grande question que tu me poses au début, c'est qu'est-ce qu'on fait pour créer cette intelligence collective? C'est quoi les conditions qui font qu'il y a que ça se passe? Donc généralement, il y a un défi à relever. Il y a une question où dans un groupe, il y a personne qui a 1 million d'euros et qui dit si on fait ça, c'est sûr, ça va marcher. Donc pour moi, une des conditions préalables, c'est d'avoir un sujet complexe à traiter. Qui a même oui, mais des problématiques, si tu veux, il y a une gradation. Ma problématique, c'est de régler mon micro avec l'ordinateur. Donc j'appelle un expert, ça va être vite réglé en fait. Par contre, bien sûr. Okay. Passer de la problématique au champ de la complexité, c'est pas la même amplitude puisqu'il y a plein de choses qui se passent qui dépendent de la résolution ou en tout cas de l'émergence d'une option possible. Donc, il faut déjà qu'il y ait un sacré problème pour moi pour rassembler des individus et les mobiliser. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un enjeu. Et le premier prisme, c'est qu'est-ce qui amène des individus à collaborer ensemble. Donc, j'ai fouillé le sujet dans ma représentation du sujet de l'intelligence collective. Ma manière d'aborder les choses, c'est qu'est-ce qui amène des individus à se rassembler, à dire, au regard de la compréhension du contexte des changements internes ou externes, qu'est-ce qui mérite qu'on ramène des ressources ensemble et qu'on les mobilise parce que j'ai intérêt à travailler avec toi, sinon ce gros sujet complexe, j'arriverai pas à y faire face. Donc avec tout le champ, si je prends l'entreprise, on va disparaître, mais à la rigueur en ce moment avec les sujets d'actualité, il y a quand même de grandes chances que si l'humanité ne se mobilise pas et collabore pas un peu plus, qu'on ait un peu de mal à relever les défis qui se présentent. Donc en fait, ce défi est un champ de contraintes qui amène les individus à dire je peux plus être tout seul, quoi. Donc il y a intérêt que je travaille soit avec des copains, soit avec des personnes que je connais, voire même quand on est dans le champ de l'innovation,
avec ce qui pourrait être à un certain moment des adversaires ou des compétiteurs, parce qu'en fait, on n'y arrivera pas. Donc, pour moi, la première clé, c'est de poser les cartes sur la table et de se rassembler pour comprendre qu'est-ce qui est en train de changer. Il y a des bouquins super là-dessus, métaphoriques sur, je sais plus la banquise qu'ils font avec des pingouins. Là, il y a un petit bouquin de management qui est excellent là-dessus parce que qui détecte que ça commence à sentir un peu le réchauffement et les autres disent mais non, il n'y a pas de souci. Donc il y a tout un processus là-dessus. Donc la première clé, c'est sujet complexe. Et puis le fait que des individus choisissent à un moment de se dire ça serait peut-être intéressant d'interagir ensemble. Mais c'est pas suffisant pour activer l'intelligence collective, évidemment. Donc ça amène à confronter le champ de propriété, le champ de valeur. Est-ce que je me retrouve un peu dans ce que tu dis et qui fait que je vais avoir suffisamment confiance pour prendre un risque ensemble à résoudre le sujet complexe au regard des ressources dont je dispose. Pour moi, ça serait la formulation. Donc, beaucoup de discussions, beaucoup de regards croisés sur la compréhension du contexte et qu'est-ce qu'il fait. Et à un moment donné, le constat, c'est OK, on travaille ensemble. Symboliquement, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour... on va réfléchir, donc les meilleurs concept possible au regard du problème établi. Qu'est-ce qu'on pourrait créer pour résoudre ce problème-là? Donc, il y a des tas de pratiques, d'idéations, d'émettre des nouvelles idées pour le faire. L'exemple serait, après avoir rassemblé des individus, puis de les faire cheminer, le collectif dit, tiens, pour résoudre le problème, il faut faire une maison avec un toit qui tourne et des panneaux solaires. Et puis je sais pas quoi. Donc on développe un concept, mais ce concept, on sait toujours pas s'il marche. Donc une fois que ça, cette idée qui semble être la meilleure option pour résoudre le problème complexe, il faut la réaliser. En amont de la collaboration, il y a des champs de force avec, je pourrais dire, des tensions, des conflits de valeurs. Tout est basé sur mesurer les conflits de matériaux, les conflits de ressources, les conflits de valeurs qui nous amèneraient à passer un pacte entre nous et dire on y va. On y va ensemble pour faire cette maison. On ne sait pas si ça va marcher, mais si on fait rien, c'est sûr on disparaît. Donc là, il faut se mobiliser. Mais construire la maison, ça va demander une distribution opérationnelle des activités. Et donc, il va te falloir un maçon, il va te falloir un électronicien, il va te falloir un électricien, quelqu'un qui s'y connaît en structure, etc. là-dessus. Et donc là, on va redistribuer le travail avec des enjeux qui sont différents et des champs de conflit qui vont changer. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde produit l'idée, le concept, on sait même plus qui c'est qui l'a dit parce que ça a un peu phosphoré qu'il faut faire une maison avec des panneaux solaires et que ça tourne et puis que, je sais pas, on pourrait mettre des hélices comme les moulins pour faire autre chose là-dessus. Tout le monde est OK que ça semble être la meilleure option. Donc, on a partagé, on se dit les ressources, on va les mettre ensemble. On se sent bien, on interagit, apparemment nos règles du jeu sont claires. On est d'accord sur la manière d'opérer ensemble, mais il va falloir opérer. Donc, on va distribuer le champ du pouvoir à des individus ou des systèmes pour construire cette fameuse maison. Et donc là, il va y avoir des conflits de ressources, des conflits de temps, des conflits de territoire, parce qu'en fait, là, c'est moi qui deviens responsable, je suis électricien, et en tant qu'électricien, quand même... ces cons-là de maçons, ils ont pas pensé à faire passer mes fils électriques. Donc, il y a des nouvelles tensions relationnelles qui se mettent parce que moi, dans mon agenda, je dois produire ça pour le truc parce qu'après, il y a les plaquistes qui viennent et il y a ceux qui vont construire le toit. Donc, il y a une interdépendance opérationnelle. Si je suis que fixé sur mes missions et que je ne suis pas en interaction avec les autres corps de métier, ça peut être une sacrée cacophonie. Donc, collaborer ou co-élaborer,
ce n'est pas la même chose que coopérer, parce que les règles de fonctionnement et les enjeux ne se pensent pas au même endroit. Donc ça amène dans le champ de, je dirais, de la co-élaboration, plutôt le champ du sens, du risque, de l'enjeu, du bénéfice commun à travailler ensemble, alors que de l'autre côté, t'es la tête dans le guidon, tu construis, donc on est dans quelque chose qui est plus opérationnel et d'activité. Mais si je ne prends pas soin de nourrir le champ collaboratif, grosso modo, comme dans nombreuses structures, en tout cas certaines, peut-être pas si nombreuses que ça, mais certaines, je fais mon activité et puis pour les autres, tant pis, quoi. Donc il n'y a pas de coopération. Donc la part de coopération, c'est d'avoir nourri suffisamment le champ de la relation en amont pour dire, tiens, je sais que mon collègue et ami électricien qui doit faire passer les câbles, il y a un problème sur les matériaux et donc je vais lui dire, c'est pas ma mission objective, mais le champ empathique relationnel fait que je vais l'aider aussi dans sa propre mission. Donc il y a une interdépendance choisie et nourrie et manifestée qui permet, entre guillemets, d'essuyer tous les aléas d'un projet complexe. Et pour moi, favoriser l'intelligence collective, c'est mobiliser toutes les formes d'intelligence que l'homme peut activer pour résoudre. Donc on est plutôt l'idée jusqu'à conceptualiser et manifester la solution technique et prendre des risques. Donc ça va être un voyage continu entre collaborer, coopérer, parce que quand c'est le gros bordel à l'opération, tu es obligé de revenir dans un espace de co-élaboration. Et quand tu es sur le cul, sur une chaise, à réfléchir de comment changer le monde, à un moment donné, il faut quand même passer à l'acte. Donc ça va être un voyage continu entre des espaces collaboratifs qui donnent du sens et des espaces coopératifs qui donnent de la matière et de l'action. Ça, c'est de manière générale. Mais en fait, il y a un champ individuel qui se pose, c'est-à-dire le jeu, l'individu, qui arrive dans une situation complexe, et il y a un nous qui se crée, et c'est, en tout cas, moi j'aime la représentation symbolique, c'est à nouveau un va-et-vient entre le jeu et le nous. C'est équilibrer à la fois et reconnaître la contribution de chaque individu là où il en est, au regard de l'enjeu du collectif et du nous. Donc j'ai pu vivre dans mes expériences où il y a l'absolu jeu et l'absolu non, et ça ne marche oui, et en fait ça crée du nous qui crée du oui et du non, et c'est pas équilibré. On va faire que du nous. On va faire que du nous et on tient pas compte des individus. Et ben ça c'est mortifère. Ça ne marche pas, parce que le vivant ne s'appuie pas sur ces règles-là. J'ai eu la chance de travailler sur un livre Intelligence collective où j'ai rencontré Éric Julien, Christine Marsan, Thomas, Marine, et on a réfléchi sur c'était quoi les approches du vivant dans lequel on se retrouve sur cette dynamique d'intelligence collective. Et il y a des cultures très anciennes, ça c'est venu, c'est une rencontre décoiffante pour moi avec Éric Julien qui nous parle des Kogis, qui sont une peuplade entre guillemets en Colombie et qui s'appuie beaucoup sur les sciences du vivant. Et dans les discussions, Éric nous partageait que c'était incroyable de voir comment les Kogis construisaient un pont entre deux montagnes en très peu de temps, parce qu'en fait tout le monde s'y met, les anciens, les enfants, les femmes, les hommes, puis d'un seul coup, ils se rassemblent tous, puis c'est marrant, il y a personne qui donne des ordres, mais apparemment, il y a un truc qui se construit, puis ça commence à tisser, puis ça commence à faire quelque chose ensemble. Donc, il y a une grande cohérence et interaction où chacun trouve sa place. Ça va des enfants jusqu'aux anciens, jusqu'aux chamans, jusqu'aux chasseurs qui interagissent pour construire ce passage qui fait sens de l'autre côté.
Donc pour moi, l'intelligence collective, c'est respecter le jeu et respecter le nous et regarder les espaces. Et à cet endroit-là, souvent, il y a des individus qui vont réguler, animer, faciliter les processus pour s'assurer que chacun contribue à la hauteur du jeu, du nous, pour éviter. Donc ça demande beaucoup de régulation. L'autre point, c'est que l'individu, il a aussi son propre système de régulation, son histoire, ses blessures, etc. Et donc, pour moi, l'intelligence collective, à un moment donné, tout le monde veut faire l'intelligence collective. Hein. Si je regarde depuis 2010, tout le monde veut en faire, etc. Est-ce que ça se fait réellement? Oui, ça se fait, mais ça ne se vit pas continuellement. Je crois qu'il y a un leurre, en fait, parce que dans ce monde d'hyper-performance, on voudrait que tout soit parfait et arrive tout de suite maintenant, avec un minimum de ressources sans aléas, et c'est pas représentatif du vivant. Alors, oui, quand tu es dans une équipe et puis qu'un matin, il y a un membre de ton équipe qui arrive et qui est déstabilisé, qui a reculé sa voiture, qui a écrasé son chien, il va pas être aussi disponible et attentif au travail qu'il y a à faire. Donc, comment je vais faire avec ce qui est vivant chez l'individu et que ce soit OK? Alors, des fois, dans des systèmes, ils veulent pas le savoir. Tu pleures pas ta mère, l'émotion n'a pas de place, mais c'est faire abstraction à un champ d'intelligence qui est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ce que j'allais te poser. Et l'individu prend des décisions à partir de cette intelligence émotionnelle. Il faut quand même savoir que des personnes dont le cerveau a été impacté par accident, par une micro-embolie, du moins un caillot, etc., dans l'espace qui nourrit l'intelligence émotionnelle, ils n'arrivent plus à prendre une décision entre je vais prendre du café ou prendre un thé. Donc la société nous amène à prendre des décisions élaborées et cognitives, mais à un moment donné, c'est sur un autre plan que ça se passe. Si tu recrutes dans une équipe parce qu'il y a un fort enjeu, tu vas prendre des chasseurs de tête qui vont faire un tri pour avoir 2-3 personnes qui ont bac plus 1000, qui sont super brillants. Le choix, il va se poser sur l'intelligence émotionnelle. Ça va être je le sens pas. Et je vais le prendre derrière. Donc, on essaye de rationaliser quelque chose qui est, je pense, naturellement à un autre endroit. Pour moi, l'intelligence collective, c'est ça. Ouais, comment cette intelligence logico-mathématique et cette intelligence émotionnelle, elles vont de pair? Comment elles... Alors, pour moi, elles sont incontournables. Si je regarde dans les systèmes, on commence tout juste, je vais te donner 3 niveaux. On commence tout juste à accepter dans le champ managérial que l'intelligence émotionnelle a une place. Si tu reprends les livres de Goleman, ça fait longtemps que ça existe. Ça commence tout juste à arriver, à dire c'est OK. Parce qu'en fait, un manager, il sait pas forcément quoi faire du champ émotionnel qui se vit à la fois chez lui, puis à la fois avec son collaborateur qui débarque et qui râle parce que ses panneaux solaires sont pas arrivés et je sais pas quoi faire. Donc, je crois que j'avais vu un article qui disait que 4 managers sur 5 en France n'a jamais vécu de formation en management quand il prend son poste initial, n'a pas vécu de formation de management ou de développement personnel. Donc, entre guillemets, il se connaît pas très bien, mais il est très bon technicien. Il sait dire bonjour, donc il a l'air sympa. On va le mettre à cet endroit-là. Mais en fait, il y a aussi des clés comportementales, émotionnelles qui conditionnent la manière d'être de l'individu. Donc là, je vois que ça commence, il y a vraiment un intérêt, tout secteur de métier confondu, à aller approfondir et on commence à accueillir. De toute façon, ils peuvent pas faire autrement parce que les systèmes complexes et contraints dans lesquels certains individus se trouvent génèrent des émotions. Il y a de la dépression, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de la violence, etc. Donc, ils sont contraints
la contrainte qu'ils appliquent les amène à développer autre chose dans les postures. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle est de plus en plus abordée. Voilà, je pense que ça prend de la place. Et puis, il y a une autre forme d'intelligence que moi, je me suis toujours autorisé à activer, c'est l'intelligence corporelle, c'est-à-dire aller utiliser la perception corporelle. Donc, il y a Eve qui a écrit un livre, alors je cherche son nom de famille, ça me revient plus, mais si vous allez fouiller le livre sur intelligence corporelle dans les entreprises où elle approche cet élément-là, c'est-à-dire comment je bouge et comment je vais utiliser. Et quand je regarde dans les espaces, mon grand apprentissage, moi, je me faisais suer grave parce qu'on était assis pendant 2h30 en réunion, ça bougeait pas, il y a pas de mouvement, ça respire pas, on est la tête sur un écran, PowerPoint, etc. Et en fait, c'est loin de nous rendre vivants. Or, nous pouvons travailler autrement, en utilisant l'espace autrement. Et le fait de se mettre, hier je faisais du design thinking, donc il y a une méthode d'innovation, et les participants me disaient, mais c'est dingue ce que ça produit de travailler au sol, de travailler au mur, de travailler sur les tables, et donc je ne vois pas les choses, j'ai une vision plus systémique, et en fait, il est important face à la complexité de développer cette capacité d'usage, de traitement du système, parce que ça devient de plus en plus complexe. Donc pour moi, ça va nous contraindre à utiliser toutes les formes d'intelligence possibles, voire même l'intelligence intuitive, etc. Et jusqu'à aller travailler les champs de conscience perceptifs. Il y a des tas de physiciens qui travaillent avec des approches quantiques qui nous montrent que le fait de regrouper des individus, il y a un champ de conscience qui se met sans faire du psychopété. T'arrives dans un groupe, tu mesures presque instinctivement si je suis en alerte, ça semble dangereux, ou waouh, c'est fun, ça semble être cool, je pense que ça va être favorable. Donc notre corps, il a une capacité à analyser des tas d'informations. On commence tout juste dans les systèmes à accepter que on pourrait travailler autrement. Et pour moi, l'évolution, c'est de travailler le champ de la conscience, la conscience de comment je vis les choses en tant qu'individu, la conscience et la présence à ce qui se vit au niveau du groupe, et puis la conscience et la présence à ce qui se vit à beaucoup plus complexe au niveau planétaire. Donc il y a plein de choses comme ça, parce que je pourrais être très confrontant, et des fois je le fais quand j'amène des groupes à vivre le champ de l'intelligence collective. Je leur pose la question, est-ce que vous pensez que les nazis développaient de l'intelligence collective ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'ils ont un sujet complexe à traiter. Ils ont développé un processus qui n'existait pas. Donc ça, je fais exprès, c'est-à-dire ils vont chercher des ressources, des outils, et ils trouvent une solution au sujet complexe auquel ils sont traités. Donc, quand on demande des outils, ce n'est pas suffisant. Quand on fait de l'intelligence collective, ce n'est pas suffisant. Un autre ingrédient qui est essentiel, ça va être la conscience et l'intention qu'on va développer derrière. Parce qu'avec un outil, je le redisais il y a 2 jours, avec un marteau, je peux accrocher Mona Lisa et créer un champ de waouh collectif. Et avec un marteau, je peux casser la gueule à quelqu'un. Donc l'outil n'est pas suffisant pour conditionner son usage, la production et le sens commun qu'il va y avoir. Donc pour moi, là où j'en suis actuellement, j'aborde beaucoup le champ de conscience et j'amène beaucoup les individus à travailler sur la conscience et la présence de ce qui se joue, parce que c'est ça qui, à mon sens, pourrait changer les choses et reguider l'humanité à notre endroit. Donc ça veut dire aussi accepter de gérer les conflits, regarder avec honnêteté que y a un truc qui m'embête en fait. Et de le dire. Et de le dire. Et donc, ce petit pas de côté, il est nécessaire. Dans les règles d'alliance ou d'interaction, souvent j'entends non-jugement. Ah oui, pour jouer entre nous, oui, ça serait bien qu'il y ait du non-jugement. Alors, ça me fait sourire, ça,
Souvent, je les provoque aussi. Je suis assez provocateur des fois, mais c'est pour susciter quelque chose. Je le fais consciemment. Je dis non-jugement. Ben non, je suis pas d'accord. J'en ai marre mon cul au non-jugement. Donc souvent, suivant les milieux, ça fait un peu qu'est-ce qu'il est en train de dire, le formateur est en train de dire ça, le facilitateur est en train de dire ça. Donc en fait, mais je suis en train de juger. Là, quand je parle avec toi, tu es en train de juger, jauger, tu as un cadre de référence à l'intérieur qui va dire ah ben ça fait du sens, ou alors c'est pas acceptable, ou c'est inacceptable, et mettre le couvercle sur le fait qu'il y a quelque chose qui se produit comme ça à l'intérieur de moi et que je le cache et que je dis rien parce qu'en fait on est dans le non-jugement, et ben ça s'accumule et ça va générer beaucoup de violence dans le système à un moment donné. Donc c'est comment trouver et créer des conditions. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que je peux créer comme réunion, comme condition pour amener suffisamment de sécurité pour que chaque individu d'un groupe qui contribue à une question à enjeu puisse dire comment il vit les choses, pour que ce soit déposé et qu'on puisse le traiter collectivement. Et donc pour ça, là, les cercles sont importants, il y a des cercles de clarification, des cercles d'élaboration, des cercles de... le système des cercles, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. On a l'impression de réinventer l'eau chaude, mais il y a des cultures, ils sont loin d'être des buses. Hein. On dit que c'est des peuples racines, mais on ferait bien de revenir à la racine des fois. Hein. Donc, comment on opère, tu vois, là-dessus, et comment on fait que ça va travailler. Donc pour moi, c'est tout ça qui se met en jeu. Et après, bien évidemment, tu as des outils, des techniques, des manières d'interagir et puis de regarder. Et puis en fait, il va y avoir des effets waouh et puis des effets down. Et si j'accepte pas, parce que dans ce monde, on voudrait que ce soit comme ça, eh ben, ça va pas le faire. Oui, puis tout le temps. Constante croissance. Monter, tu vois, des comme ça. Ça va pas le faire. Oui, on en revient au principe masculin et féminin à travers tout ce que tu évoques. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends, de trouver ce... C'est ça. Alors, ça, tu prends un prisme, si je prends la forme du cercle, tu prends un axe et tu prends un axe sur lequel tu vas avoir une polarité masculine et féminine. Donc, à un moment donné, l'individu a besoin de sentir qu'il est sur cet axe-là et de se déplacer dans une des polarités pour sentir ce que ça fait et pour revenir au centre, parce que en fait, le point d'équilibre, c'est le centre, et puis à un moment donné, il va se déplacer dans le champ que je pourrais associer au féminin pour dire « Ah ouais, tiens, c'est ça », et hop, j'y reviens. Si l'individu reste coincé sur une des polarités, en fait, il se trompe, parce que le vivant n'est que mouvement continu. Donc pour moi, c'est comment j'accepte et je prends conscience que je suis en train d'investiguer quelque chose qui est sur cet axe-là, masculin, féminin, je sais pas moi, action, repos, et de dire bon, ok, là j'arrête pas d'être en action. Comment je vais revenir? Je vais aller à contre-pied dans le silence. Des fois, c'est intéressant de provoquer le silence dans un groupe. Ils ont peur de passer par le silence. Où là, il faut dire, être présent, montrer tout le temps. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et donc là, quelque chose, waouh! Et en vivant cette expérience, ça semble accessible et réalisable. Et donc, l'objectif, c'est d'intensifier pour qu'il y ait quelque chose qui se joue là, tu vois. Est-ce que l'intelligence collective, elle demande tu parlais du jeu, du nous. Oui. J'entends finalement de partir du jeu pour aller vers le nous, je crois. Ouais. Donc du coup, comment... En fait, c'est partir du jeu pour aller vers le nous. Qu'est-ce qui fait que moi, je vais me mobiliser dans cet enjeu, tu vois? Je prends l'approche le langage des oiseux. C'est quoi l'enjeu? Ben, l'enjeu, c'est à l'intérieur de moi, je crois qu'il va falloir que nous changions les choses. Donc, c'est l'enjeu qui va susciter un déplacement pour former un collectif. Mais si le collectif, il est que dans le nous et qui tient pas compte de l'individu, à un moment donné, le collectif va créer du non-sens, etc. Et c'est souvent là où il y a des explosions de groupes, il y a des personnes qui sont sorties,
le nous qui peut être contractant fait si tu fais pas ça, on va te foutre dehors, etc. Donc il y a des tas de dynamiques collectives conditionnées par le nous qui produisent en fait des choses des fois qui sont pas top. Hein. Et si je regarde dans les sociétés, moi ou certaines entreprises, des fois j'ai du questionnement. Je me dis mais comment on a pu en arriver là? Donc je peux même j'ai travaillé dans un processus d'intelligence collective avec des personnes qui travaillent dans le monde sanitaire en ce moment. Mais le soir, je suis remonté dans ma Clio, j'ai pleuré dans ma Clio. Je me suis dit, mais dans quel contexte ils travaillent, ces gens-là? Ils sont amoureux de leur métier à la base, du moins, quand ils regardent à la base, et ça crée tellement de non-sens actuellement que, ouais, ça génère des choses pas belles comme du burn-out. Ils ont du mal à trouver des infirmières, quoi, tu vois. Il y a 10 ans, une infirmière, quand elle passait son diplôme, elle travaillait pendant 10 ans à l'hôpital, et après elle se disait, je vais faire infirmière libérale, ok? Je change d'environnement, tout ça, hop, je vais faire infirmière libérale. Maintenant, il reste 2 ans, et il change de métier. Je pense que, collectivement, moi ça me touche quand je les vois, je dis, mais il y a personne qui les écoute, quoi. Le système, il va devenir vraiment critique, et merci à ça, c'est accepter que les systèmes, ils vont aller jusqu'à un espace. Moi, vu de ma fenêtre, je me dis, mais c'est du non-sens. Et l'humain, des fois, a besoin d'aller toucher le non-sens pour qu'il y ait quelque chose qui se change. Et je pense que notre humanité en est là. Donc, je pense que les règles d'interaction, ce qu'on vit en ce moment politiquement, ne met qu'en exergue que les modes opératoires et les modes d'interaction ne sont plus adaptés. Donc, il y a quelque chose par contraction qui va émerger. J'ai hâte. Il y a une partie de moi qui voudrait bien voir ce qui va se passer dans 10 ans. Même si, à certains endroits, j'ai un peu peur, évidemment. Mais la peur n'empêche pas l'exploration de trouver des solutions. Et dans des situations hyper critiques, là où on parle d'hyper compétition, faut quand même savoir qu'il y a des personnes qui ont étudié que quand il y a un ouragan, il y a un champ coopératif qui se développe qui est d'une ampleur incroyable. Quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des Ukrainiens à Strasbourg là, et que je pense à ces gens qui sont en situation de guerre, c'est à la fois effrayant d'entendre leur discours, parce que même si moi je suis devant ma télé et je me dis « Oh là là, c'est terrible », je ne vis pas ce qu'ils sont en train de vivre. D'accord ? Mais quand eux ramènent leurs témoignages, je suis désarçonné par ce qu'ils sont en capacité de vivre, d'accepter, non, nuance, de traverser ce qui semble inacceptable et de développer des interactions entre eux. Je me dis, oh, waouh, mais heureusement qu'ils font ça. Donc, on a un grand potentiel de violence et en même temps, un grand potentiel d'amour, d'émergence entre les individus pour changer les choses. De résilience. Voilà. La seule chose pour moi, c'est d'accepter, tu parlais de masculin et de féminin, moi dans mon expérience d'homme, en ayant vécu une expérience initiatique entre hommes, la grande claque dans la figure, c'était d'accepter que j'ai une part de violence, possible de violence, ou de voir la violence qui s'exerce dans le champ des hommes. Et une fois que, ok, je regarde authentiquement, je vois ce qui se passe, alors là, il y a quelque chose qui peut changer. Il y a une ouverture qui se place là. Il y a un positionnant qui va se mettre. De reconnaître cette part. C'est magique pour ça, pour moi. Oui, parce que à partir de ça, ok, je la réintègre et je vais aller me déplacer sur un autre champ. Tu vois ? Et donc c'est possible, c'est possible d'être en interaction avec des hommes, des femmes et d'aller travailler à un autre endroit. Donc l'intelligence collective est aussi nourrie par cette intelligence du moment et du vivant en fait. Parce que quand collectivement nous vivons
des expériences fortes, déboussolantes, si je suis en capacité d'accueillir ce qui est fait, alors il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Les cercles de résilience sont basés là-dessus, hein. Les process work sont basés là-dessus. C'est tant qu'il n'y a pas de changement et d'accueil complet, collectif, en admettant que moi, homme de 50 ans, blanc, je peux envoyer un message auprès d'une femme noire. Et si je n'accepte pas que j'ai ça derrière moi et que ça peut induire ça, et que je fais ça, ça ne change pas. Ça continue de se serrer ou de s'opposer. Oui, dans notre, en plus, esclave inconsciemment. C'est ça. Et quand l'accueil de ce qui se joue, c'est peut-être là que tu vois le non-jugement. Je vais juger ce qui se passe, mais je vais faire un pas de côté ou un pas en arrière. Ouais. C'est-à-dire, bah oui, et quand elle me dit, mais Jérôme, t'es blanc, t'as 50 ans, t'es un homme, et t'arrives là, c'est toi qui guides le truc. Donc je sens qu'il y a un champ de force. Bah oui, c'est pas ce que je veux faire. Mais je sens bien qu'avant, il y a eu des hommes blancs qui ont été sur des territoires, qui ont pris des territoires, qui ont pris des femmes. Il y a tout ça avant. Donc, bah oui, reconnaître que ça, c'est là, et accueillir ce qu'il dit, et dire, bah ouais, c'est vrai. Dis-moi, c'est vrai, j'entends ce que tu dis. À la rigueur même, ça me touche de savoir que, putain, merde, j'induis encore ça. Et des fois, je vis ça, même moi en tant que facilitateur dans des groupes ou en allant vivre des expériences dans les groupes. Hein. Et je me dis, ah ouais, quand même, on en est encore là, quoi. Eh ben, il y a du boulot, quoi. Ouais. Donc, et aujourd'hui, on a un modèle qui, je crois, s'effondre petit à petit, qui est le modèle patriarcal, qui est basé sur les principes du masculin. Et on a besoin de retrouver un principe féminin. Et finalement, est-ce que l'intelligence collective, c'est cette harmonie entre les deux? Pour moi, l'harmonie, elle vient de l'équilibre des polarités. Mais comme je te l'ai dit, il y a un déplacement continu, en fait. Hein. Si tu regardes l'hiver et l'opposition de l'été, et tu as des phases de transition par le printemps et l'automne. Donc, pour moi, oui, il y a eu des études qui ont été faites sur le plan sociologique pour savoir c'est quoi la bonne constitution d'équipe qui génère de l'intelligence collective. Et donc, il y a eu des chercheurs qui ont démontré que là où il y avait des femmes, l'intelligence collective s'activait mieux que quand il y avait une majorité d'hommes. Parce qu'en fait, alors, c'est là où je fais une confusion. Tu vois, je te dis homme, femme, masculin, féminin. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, on en est encore là dans notre humanité à dire, ah bah oui, le masculin, c'est l'homme, le féminin, c'est la femme, alors qu'en fait, nous avons ces mêmes polarités à l'intérieur de nous. Donc, ce n'est qu'une représentation de l'esprit. Des fois, ça emmerde le monde. Les gens vont même se battre pour dire, mais non, on peut pas dire ça. Tu comprends. Voilà, si on dit que les hommes sont des femmes et qui ont du féminin. En fait, tant à un moment donné, il n'y a pas un changement un switch là-dessus, qui est de reconnaître qu'il y a des polarités qui s'interagissent et de se dire à un moment donné, dans une observation, mais si je prends un prisme masculin-féminin, il en est où le groupe? Ah bah oui, il est dans une phase d'accueil, d'intégration, tu vois, le sens symbolique du féminin qui est je t'enveloppe, je t'englobe, et en même temps ça me fait rire. Pourquoi un homme n'arriverait pas à englober et à accueillir? Donc tout le monde a ces polarités-là, d'accord? Oui, l'homme, c'est l'action, c'est la pénétration, on y va, c'est comme ça. Mais moi, j'ai vu des femmes hyper pénétrantes. Donc, c'est une histoire de représentation et je dirais, de grille de lecture. Pour moi, ça ne reste que une grille de lecture pour analyser ce qui se vit et émettre une hypothèse pour dire, OK, là, je sens quelque chose de yang, on est dans l'action, on va se poser, on va voilà, être dans une énergie d'accueil. Et donc, je veux dire, ça manque un peu de féminin, ça manque de douceur, ça manque. Mais un homme peut être très doux aussi, tu vois. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant hein, de confronter des équipes en disant, alors ça, c'est plutôt chez les garçons,
c'est plutôt du masculin, puis tu les fais travailler là-dessus et tu vas voir comment des fois c'est difficile de se mettre d'accord, c'est possible d'aller vers un consensus, mais ça n'est qu'un prétexte pour moi pour changer nos représentations et déplacer les individus et le groupe à un autre endroit pour switcher. Voilà. Mais oui, quand il y a plus de femmes, apparemment, c'est ça. Mais si les femmes ont les mêmes comportements que les hommes, pour moi, ça sert à rien. Ça sera la même chose, oui, tout à fait. C'est-à-dire, comportement des hommes qui manifestent une attitude que je pourrais associer à du patriarcat, pour éviter de mettre tous les hommes, parce que des fois, ça m'énerve aussi d'entendre ça, tu vois, en tant qu'homme, de dire, ah oui, mais les hommes sont comme ça, donc dès que je dis les hommes, tu vois, c'est le sujet avec cette femme noire. Quand je dis les hommes et les femmes, en fait, je contiens, et en faisant ça, je limite. C'est-à-dire, je colle une étiquette. Si je dis que tous les hommes, ils font ça et ça, non, tous les hommes ne sont pas des violeurs, non, tous les hommes ne sont pas des actifs, non, tous les hommes ne sont pas ça, non, toutes les femmes ne sont pas hystériques, non, toutes les femmes ne sont pas... Donc, c'est simplement prendre conscience des étiquettes que je colle, soit culturellement, historiquement, ou au regard de mon expérience de vie, parce que j'ai été abusé, je vais dire que les hommes sont comme ça. Et c'est OK de le dire parce que c'est induit par quelque chose. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'aller décoller, de travailler sur le décollement de l'étiquette. Alors, sur le plan collectif, tout le monde veut faire de l'intelligence collective, mais ça a une incidence, c'est que ça fait travailler sur la dimension personnelle. C'est ce que je voulais évoquer. Est-ce que l'intelligence collective induit forcément que les personnes travaillent sur elles-mêmes? Mais c'est inévitable. Alors, moi, je le pose même avec des commanditaires en disant, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est OK culturellement, par rapport au groupe, d'admettre que ça va avoir une induction dans votre représentation individuelle? Quand j'ai travaillé sur le concept d'innovation et d'intelligence collective, moi j'ai utilisé le vélo. J'ai essayé de traduire qu'est-ce qui amenait un groupe à innover et où se plaçait l'intelligence collective dans ce système d'innovation. Et moi j'observais donc le pédalier, c'est l'axe individuel collectif. Tu imagines le pédalier, il y a une pédale, c'est l'individu, le champ individuel, le jeu, et l'autre pédale, c'est le nous. Dans un système qui vit, ton vélo, il avance. Et en fait, le jeu et le nous est en réaménagement continu. J'ai vu des groupes qui ont changé la représentation du nous parce qu'il y a un individu qui a dit quelque chose. Donc, le jeu, il y a un homme, il y a une femme qui a posé sa voix à un moment donné qui dit la banquise. Je vous dis que la banquise est en train de fondre. Et parce que c'est ça l'intelligence collective, c'est aller utiliser le multicapteur du groupe pour dire attention là-bas, vous êtes dans votre salon, mais moi je suis au Groenland. Je peux vous dire que les ours sont en maillot de bain, quoi. Ils nagent tout le temps et ne marchent plus. Donc j'observe là-dessus. Donc le jeu va avoir une incidence. Alors soit nous il dit non, c'est n'importe quoi. Hein, nous on est aux Seychelles, tout va bien. Mais à un moment donné, ça va avoir une induction dans le groupe. Et des fois, c'est l'inverse. C'est parce que je vis quelque chose d'intense dans le collectif, donc le nous va être devant, que moi, qui me disais, il y en a marre de travailler avec des nanas, et en plus avec des blacks, c'est quoi ce bordel-là? Et que je tombe à interagir avec une femme manageuse, leader, qui est black, mon champ de représentation individuelle va bouger. Ou alors, je suis bon à manger du foin, hein, mais ça va avoir un impact. Ou alors, ça va me contracter en disant, je sors de ce système-là. Et on voit aussi dans les systèmes extrêmes que c'est pas supportable à certains endroits. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est continu, puisque le lundi, ça sera pas la même chose que le vendredi. Il y a déjà quelque chose qui a changé.
Juste pour vu que nos auditeurs n'ont pas d'image, oui. je décris ce que tu as mimé, mais t'as mimé un pédalier finalement avec le jeu qui est devant et le nous derrière, et à un autre moment, c'est le nous qui va passer devant pour le jeu derrière. Et en fait, l'intelligence collective, c'est tous les engrenages qu'on va mettre au niveau du dérailleur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire sens à utiliser telle technique, outil, au regard du défi qui se présente à nous, tu vois, avec la roue de devant. Donc, en fait, avec des mots très à la mode, développer une agilité, tu vois, tout ce truc-là, c'est comment de manière dynamique, alors que le terrain est en train de changer, qu'il est en train de pleuvoir, on va changer notre dispositif pour maintenir la vitesse, accélérer, réduire, etc. là-dessus. Donc pour moi, c'est un système hyper complexe qui demande des grilles de lecture sur des plans multiples. Pour moi, c'est ça. Et ton point de vue, quelle est la part de responsabilité des hommes avec un petit h dans cette évolution? Qu'est-ce que ça nous demande, nous hommes, aujourd'hui, à explorer, à travailler. Si des confrères qui travaillent sur le sujet du masculin, etc., qui écrivent des bouquins intéressants, je trouve, là-dessus, qui montrent quand même que l'homme, c'est pareil, c'est l'étiquetage, hein, donc tout le monde se met pas derrière la même étiquette. Mais bien sûr. On est souvent dans un modèle actionnant, passer à l'action, maîtriser l'action, obtenir, aller au bout de cette action-là. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la conquête et de la volonté. Or, je crois que maintenant, ça va se déplacer à un autre endroit. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence du cœur qui va se changer. C'est-à-dire, il y a dans nos gènes un comportement archaïque d'obtenir, de posséder, de survie. Si tu n'arrives pas, si tu es un mauvais combattant, tu vas mourir. Tu n'auras pas la femme que tu veux, tu n'auras pas la ressource, tu n'auras pas à manger. Donc, il y a un truc très d'obtenir. Et leur mission, c'était ça. C'est dire, OK, c'est moi qui ramène la bouffe. C'est moi qui ramène la biche à la maison. Sauf que ce modèle-là, il est en train de changer. Donc, la femme au foyer qui avant était dans une enveloppe sécurisée, si tu reprends les 50 dernières glorieuses derrière nous, ça fait pas si longtemps que ça. Ça veut pas dire que les femmes travaillaient pas avant, hein, parce qu'il faut voir comment les femmes sont au travail de 6 heures du matin à minuit des fois. Hein. Donc, je pense que il y a une espèce de comparatif qui se fait. D'ailleurs, c'est presque instinctif. Ça existe aussi chez la femme, mais je vais me comparer à l'autre. Est-ce que je suis plus fort? Est-ce que je suis plus attrayant? Est-ce que je suis plus bandant? Est-ce que j'ai plus de propriété, etc. Donc, il y a un truc qui se joue dans nos archétypes profonds, tu vois, dedans. Et je pense que actuellement, de toute façon, les espaces de contrainte font que la suradaptation d'obtenir, etc., moi, j'observe qu'il y a des hommes qui vont descendre à un autre endroit, hein, parce que c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, le petit homme qui fait pas attention, mais il peut faire une vie cool, hein. C'est pas une histoire de on est les meilleurs parce qu'on s'intéresse à la question du masculin, et donc j'aimerais amener un peu de mesure là-dessus, hein. Je pense que de toute façon, c'est encore une histoire où ça compare. Le vivant, il y a des échelles différentes, mais chacun a sa place. Ça permet entre guillemets, de relativiser ce qui se joue et de voir, mais j'ai envie de faire quoi ensemble avec ces fameux pédaliers, hein. Mais il y a du questionnement. Alors, comme j'ai dit, il y a du déplacement. Donc, il y a eu, très bien, vous faites la révolution sexuelle, les femmes au boulot, etc. OK, très bien. Donc, tu vois, on s'est déplacé socialement sur notre polarité où, c'est moi qui vais prendre le congé parental en tant qu'homme, c'est moi qui vais faire ça. Donc, il y a une espèce de déplacement pour certains sur une autre polarité de l'homme féminin. Ça marche un temps. Et donc là, on est en train de se rendre compte. Donc, au moment où les hommes sont venus
se positionner dans un champ féminin. Il y a des femmes qui se sont mises dans une polarité beaucoup plus yang. Puis au final, mais ça marche pas. Donc ça va revenir à un autre endroit. C'est un peu ce qui joue là actuellement. Mais en fait, c'est ok d'être un homme, c'est ok d'agir, etc. Puis c'est ok aussi d'avoir de la douceur. Puis c'est ok aussi d'embrasser mes enfants et d'aller coucher mes enfants ce soir ou de prendre une journée avec mes enfants. Et puis c'est ok que ce soit ma femme qui gagne plus que moi, etc. là-dessus. Et donc il y a quelque chose qui va se repositionner. Et ce qui est plus important, c'est ça en fait. Au final, c'est ça. Parce que chaque humain a envie de toucher une forme d'équilibre, de sérénité, d'apaisement, et que notre incarnation nous amène quand même à travailler profondément, parce que sinon c'est la vie qui nous frappe. Et encore, je dis qu'elle nous frappe, je sais pas si elle nous frappe. C'est moi qui la vois comme ça, c'est-à-dire, ok, est-ce que vivre un burn-out, c'est la vie qui nous frappe? Non, c'est nous qui traversons la vie et qui prenons des décisions à un moment donné avec ce qu'il y a autour de nous. Nous faisons du mieux que nous pouvons, mais cette expérience de vie m'amène à changer possiblement, parce que je crois que la grande chance de cette incarnation, c'est que c'est un grand terrain de jeu. Ok, il y a des éléments autour de nous qui nous enrobent dans la vie, mais quand je vois des gens qui ont des parcours de vie, qui ont vécu des choses effroyables et qui font des choses waouh, ben quelque part, et qu'ils disent, c'est une chance. Dans une expérience, j'ai eu la grande chance d'aller au Québec, d'aller aux Artisans du Changement. J'y allais pour exprimer comment je mettais en œuvre une forme de leadership humaniste innovant. J'étais justement dans ce sujet, comment rendre plus vivant les trucs. Donc, il m'avait dit d'aller là-bas. Donc, j'étais témoigné la première fois. J'ai vu 450 personnes de milieux confondus qui réfléchissaient sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce monde pour travailler autrement, pour interagir. Des jeunes, des anciens, des travailleurs sociaux, des responsables de grandes boîtes, etc. Je me disais, waouh, ils sont quand même couillus, les Québécois, pour mélanger tous ces trucs-là, puis de voir comment ça cheminait. Ça m'avait... Puis je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très humaniste, profondément humaniste qui se posait. Donc j'y suis retourné la fois suivante. Et la fois suivante, il y a un homme qui témoigne, qui parle à un black, un homme noir, qui partage et qui se prépare le dimanche matin. Je vais discuter avec lui, puis... Mais tu viens d'où? Habillé tout en blanc. Je le vois, j'étais dans l'équipe pour préparer. Et il dit que il a vécu les génocides au Burundi. Et je m'en souviendrai. Je suis même touché, ému de recontacter cette expérience de vie où cet homme nous témoigne 300 personnes comme ça, ce qui pourrait paraître complètement terrible, et qui dit, en une phrase, si je n'avais pas vécu ça, je ferais pas le plus beau métier du monde, celui d'amener de la paix. Non, mais la grande claque que j'ai prise, quoi. Donc, comment, à travers des expériences qui peuvent être totalement déboussolantes, il y a quelque chose qui se renverse. Et tu vois, là, en le partageant avec toi, je crois que l'intelligence et la sagesse collective, c'est le principe du renversement. C'est ce qui va permettre, après un basculement, de retrouver une autre posture. Et ça, c'est un principe du vivant pour moi. Et oui, et toi, en tant qu'homme, ce chemin, ce parcours avec l'intelligence collective, comment ça a eu une influence sur ton parcours d'homme, sur ce que tu es en tant qu'homme? Eh ben, en fait, la vie amène à croiser des individus à un instant donné. Donc, comme je fouillais le sujet de l'intelligence collective, j'ai croisé des personnes qui sont, à mon sens, des explorateurs de la vie, de l'individu, du collectif, des cercles, etc. là-dessus.
Et j'ai 2 amis facilitateurs avec qui j'interagissais et pour un événement, et je les ai vus. Je préparais la salle et je les ai vus. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était différent. Donc j'étais voir, il s'appelle Gilles Ramouichaud, j'ai traversé la salle et je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je voyais, ils riaient, je sais pas, leur manière d'interagir. J'ai du mal, même là, quand je t'en parle, j'ai du mal à te retrouver des mots, quelque chose de factuel, mais c'est une impression globale. Et puis, Ramouichaud, avec un grand sourire, un peu ironique, il a dit, on était faire un truc entre mecs, mais on peut rien dire. Puis je l'ai vu, puis ils rigolaient tous les deux. Et j'ai dit, ok, pour les connaissant bien, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire qui me permettrait peut-être de rire autant que vous? et en fait, il explique qu'ils ont été vivre une expérience initiatique entre hommes, que ça a été très intéressant pour eux, très impactant. En plus, ils avaient été le faire ensemble, donc je voyais bien cette connivence. Apparemment, elle venait de là. Puis il me dit non, franchement, c'est un truc, vas-y. Donc ça, c'était le mercredi. Et puis le samedi, quand je suis rentré à la maison, j'ai été sur l'inscription. Et puis j'ai vécu l'expérience. Et ça a été vraiment waouh. Alors, ce qui m'a amené là, c'était le constat que, en fait, j'ai fait l'armée. C'était pas forcément la meilleure expérience, en tout cas pour moi, au niveau des classes. Ok, ce modèle-là, c'est pas trop ma came quand même. J'étais chez les gendarmes, c'était super, mais bon, moyen, tu vois. Puis je me disais, mais à part ça, et je veux pas mettre l'armée uniquement à cet endroit-là, mais moi, dans mon expérience, c'était pas mon truc. Franchement, pas mon truc. Hein. Et je dis, mais à part ça, j'ai jamais vécu, j'ai rien. Mon père, il a des frères et sœurs, etc., mais j'ai pas de frères moi-même. Ouais, tu vois, il y avait quelque chose de bon, ok, j'ai jamais fait. J'avais quand même une curiosité. 36 hommes qui accompagnent 36 autres hommes, donc là, c'était plutôt ma casquette pro. Mais je fais, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Donc, j'ai fait le choix de plonger et c'était waouh. Et je suis super content à 45 ans quand même. Donc, ça posait des tas de questions sur la transmission. Qu'est-ce qu'on m'a transmis en fait? Qu'est-ce que mon père ou mon environnement m'a transmis sur c'est quoi être un homme? Ça veut dire quoi être un homme? Mais peu de choses, hein. Du moins, peu de choses. Au regard de ce que j'ai vécu dans ces cercles-là, peu de choses. Et au regard de ce que j'ai entendu des autres hommes, en fait, c'est quand même le constat, tu vois. Donc, ah ouais, quand même. Et puis oui, d'être confronté à ces histoires de vie. Je me dis, donc c'est là où j'étais reconfronté à la violence, tu vois, de dire, mais il y a quand même des histoires de vie, ok. Il y a des hommes qui ont des comportements violents vis-à-vis des femmes. Mais quand j'entends la violence des hommes entre les hommes, ou la violence des femmes vis-à-vis des hommes, il y a vraiment du boulot, quoi. Et là, ça m'a fait une claque, quoi. Et j'ai dit, mais il faut vraiment œuvrer à cet endroit-là. Personnellement, mais j'en ai rien à foutre de faire une comptabilité, de savoir s'il y a plus de femmes qui ont été abusées, tapées, etc. Parce qu'en fait, mais les hommes se tapent sur la gueule. Donc il y a de la violence partout. Et pour moi, il y avait quelque chose, mais il faut faire quelque chose, quoi. Et la première chose, c'était de prendre conscience que, moi aussi, hein, j'ai des formes de violence et d'accueillir ça, et puis d'aller, et donc là, de poser un choix conscient pour aller travailler là-dessus. Alors, tu peux avoir ta vie, entre guillemets, comme ça, et puis tu changes rien, mais j'ai le pouvoir. Moi, j'aime imaginer que chaque homme et chaque femme a le pouvoir du choix. Et de dire, qu'est-ce que je fais à cet endroit-là?
Donc moi ça me nourrit sur le plan individuel. Puis je vois des fois comment dans un collectif, je vais partager ces expériences de cheminement. Hier j'étais à Strasbourg, il y avait quand même dans des thématiques de l'accompagnement, sur 11 personnes, 2 hommes et le reste en femmes. Et je dis mais où sont les hommes quoi? Où sont les hommes? Il y a vraiment une autre chanson disco à faire là, sur ce sujet-là quoi. Et je me dis et ça me questionne toujours. Donc en effet, je pense que ça serait intéressant de voir comment parce qu'il y a des hommes en mouvement. Moi je suis super content de voir que je suis pas tout seul à œuvrer et de dire c'est OK, de sentir que des fois j'ai besoin aussi de ces hommes pour me soutenir. Ce soir, je vais à un cercle d'hommes et c'est pas pour l'animer, c'est pour moi. Et je crois que il y a aussi un besoin pour l'homme de prendre soin de lui, de choisir de s'offrir quelque chose, mais de prendre soin de lui aussi. Donc il y a des déplacements comme ça, voilà. Prendre soin de moi, accueillir qui je suis authentiquement pour tenir, je dirais, non pas un cap, mais plutôt une forme d'alignement, quelle que soit la redistribution de la vie. Pour moi, ce que je sens, celle-là, il y avait quelque chose, tu sais, tout à l'heure, on abordait d'une direction comme ça, dans le faire, dans l'être, dans l'avoir plutôt, tu vois, dans le faire et dans l'avoir. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train, en tout cas, j'ose y rêver qu'il y a quelque chose qui se redéplace dans la manière d'être un homme et non pas de faire et d'avoir pour être un homme. C'est lors de cette première expérience que tu t'es senti peut-être pour la première fois homme ou à quel moment tu as pu ressentir ça? Alors là, c'est plutôt la prise de conscience du champ de la violence parce que moi, j'estime que dans ma vie, j'ai vécu des expériences violentes. Donc ça a réveillé ça, bien évidemment, mais non, je me suis senti être un homme à une session suivante, parce qu'il y avait quelque chose d'être reconnu par d'autres hommes. Et ça, je crois que c'est une grande clé. Il y a de nombreux hommes qui cherchent la reconnaissance, et la première reconnaissance que nous cherchons, c'est la reconnaissance du regard du père. Donc du principe masculin bienveillant et c'est pas toujours le cas. Donc pour moi il y avait quelque chose qui était waouh. Et puis comme je te le partageais, c'est que moi j'ai pas de frère et donc il y avait quelque chose où je me sentais complet. J'ai des cousins, des cousines, etc. Mais j'ai une sœur que j'adore, mais je n'ai pas de frère. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir à côté de moi, un homme que si je regarde basiquement, je ne connais pas, et qui, curieusement, qui a une place forte. Et il y a vraiment des hommes que j'aime. Il y a un chant de fraternité, c'est pas du chant. On n'est pas frères de sang, on s'est pas coupé les veines et puis tout ça. Attention, c'est des fois derrière nos rituels, on imagine des trucs complètement waouh. Non. En fait, c'est pas là que ça joue. Ça joue dans un espace du cœur, en fait, pour moi. C'est un autre endroit que ça vient toucher. Et j'aime, quand je regarde, après avoir vécu, après avoir senti que j'étais complet, que je me sentais complet en tant qu'homme, curieusement, puis au regard de ce que j'aime faire dans les collectifs, il y a une femme qui m'a demandé d'imaginer un processus pour accompagner des hommes, et ça a été une espèce d'élan du cœur en disant waouh, ok. Et en même temps, c'était, tu vois, tous les principes, la légitimité, qui je suis pour faire ça, pourquoi. Le syndrome de l'imposteur. Ouais, tu vois, tout ce marasme psychologique dans la tête, heureusement éphémère, mais qui a le mérite
de redonner quelques secondes de vertige pour dire ok, de où ça part. Et en fait, ça partait de là. Donc j'ai dit bon. Et après, il y a eu des croisements. J'ai eu la grande chance de croiser des hommes qui m'ont interpellé. Et puis on a fait des espaces pour que des hommes et des pères et des fils travaillent ensemble, etc. Il va y avoir des mères et des fils, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'espaces de reconnaissance et de tendresse à ouvrir. C'est à cet endroit-là qu'il y a ce fameux renversement qui se pose avec la magie de la vie au père, en fait. J'adore ça. Je voudrais pas être à un autre endroit quand je suis témoin de ça. Et finalement, en fait, ça se fait de façon naturelle, ce côté où tu as récupéré donc t'as utilisé ton background pro et ce cheminement perso pour faciliter et proposer des espaces pour les hommes. Non, ça n'a pas été si naturel que ça. Hein. Ok. Parce que je me souviens, en vivant l'expérience initiatique, j'avais des jugements graves. Hein. Je suis pro, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, c'est quoi ce bordel-là, etc. Donc c'est bien aussi d'aller regarder un peu ça. Ouais. Et puis, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de... Comment je pourrais dire ça ? Bon, il y avait l'expérience Cercle d'Hommes, et après, quand je regarde... c'est une discussion. En fait, il y a quelque chose qui m'a touché. Je crois que quand je regarde la demande de cette femme qui accompagnait des femmes déjà et qui m'a dit, mais c'est le moment de mettre, de rendre visible qu'il y a, oui, il y a des femmes qui travaillent dans des cercles de femmes et il y a des hommes qui travaillent en cercle d'hommes et que c'est le moment de rendre visible pour que ça amène quelque chose de supplémentaire. En fait, c'est venu me toucher le cœur. Je crois que c'est ça qui a déclenché quelque chose qui dit oh, ouais, ça vaut le coup de le faire et d'essayer parce que je sais ce que c'est que de vivre une expérience entre cercles d'hommes, mais je ne savais pas ce que c'était de vivre une expérience où les deux sexes sont dans des espaces différents et où on explore nos polarités en parallèle. Et quand j'ai vu ce que ça faisait, j'ai fait waouh. Et quand je vois la réparation que ça amène, j'ai envie d'être à cet endroit-là. Et l'autre espace, si je regarde le mode opératoire, quand mon ami Baudouin on échangeait, je disais, j'ai eu la chance d'emmener mon propre fils en week-end, comme ça, on a été dans la forêt en Belgique et tout, c'était vraiment une aventure. Puis je sais plus, il y avait des arbres dans lesquels il y avait des cabanes et puis on pouvait monter dans les cabanes. Et puis en rigolant, je disais l'inverse aurait été difficile parce que mon père il est un peu enrobé, puis vu la qualité de l'échelle, je sais pas si on serait arrivé au bout. Puis je rigolais de la situation en me projetant, et puis en discutant avec cet homme, il me dit mais si tu peux, fais-le. Et je fais bah oui, mais alors je sais plus, j'ai dit une connerie en rebondissement et je sais plus la parole qu'il m'a dit. Mais encore à nouveau quelque chose de l'ordre, mais profites-en, fais-le. Et j'ai bien senti que quand il me l'a dit, il y avait quelque chose qui jouait. Je dis mais pourquoi tu me dis ça ? Mais dis-moi, j'ai perdu mon père, je pourrais plus jamais le faire. Et là, à nouveau, je sais que ça a fait. Et j'ai dit mais il faut qu'on propose quelque chose comme ça. C'est-à-dire, si moi j'invite mon père à un week-end, qu'est-ce qui serait différent ? Parce que là, c'était différent. C'est moi, j'invite mon fils. Donc, grosso modo, tu viens. T'as compris ? On va aller en week-end ensemble. Hein ? C'est important pour toi, tu comprends, tu vas devenir un homme. Donc, il y a un truc qui est un peu comme ça. Mais là, ça joue autrement. C'est... J'invite mon père, quoi. Pareil. Tu vois, en le partageant avec toi, je prends conscience qu'il y a encore eu une espèce de basculement où, ok, et c'est comme ça, et c'est parti de là, et c'est en voyant la tête, quand on disait, oui, on va faire ça s'appelle père de fils, P-A-I-R-E, de fils, parce qu'en fait, nos propres pères ont été des fils avant, hein. Donc, comment on se rend compte sur ce terrain-là pour avancer ? Et
quand on en parlait un peu comme ça, parce qu'on savait pas trop, on s'est tapé dans la main, on a dit ok, on va y réfléchir pendant un an. Quand je voyais qu'on parlait du concept, il y avait plein d'hommes qui disaient waouh, ah ouais, c'est génial. Oula, comment je vais présenter ça au pater? Donc c'était déjà en travail. Et là, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose. Ben oui, oui. Et donc déjà, ça se fait. Et puis, tu vois, on a fait plusieurs fois. Et puis après, ça s'est su. Et puis, c'est des femmes qui nous ont dit, oh mais moi, j'aimerais bien emmener mon fils, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment, il y a une envie. Et c'est intéressant de voir sur cet axe comment ça se déplace, comment ça se positionne en fait. Ce serait très intéressant. Donc, j'ai beaucoup. Je remercierai jamais assez la vie de proposer ces espaces de rencontre où il y a quelque chose qui se vit là et qui va éveiller, qui va enflammer en disant ok, il y a quelque chose de possible à être. Ça ne trompe pas en fait pour moi. Et ça, pour boucler la boucle, c'est la même magie dans un cercle, dans un collectif, pour aller traiter et activer cette intelligence collective. C'est-à-dire, si je pars d'un constat authentique des changements autour et que ça vient du cœur, alors le réacteur central du collectif peut se mettre en route. Et ça, c'est cool. Et pour moi, en tout cas, je me vois comme ça, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que facilitateur, pour créer l'enveloppe sécurisante d'une centrale nucléaire qui monte suffisamment en fusion pour qu'il y ait quelque chose qui bascule et qui fasse apparaître une transformation, en fait, voire même une transmutation, si je prends une dimension énergétique. Et un de ces espaces que tu ouvres, c'est au cœur du masculin, et notamment, je sais pas, c'est la combienième édition que tu organises très bientôt. Est-ce que tu peux nous en parler de quelle est l'intention de cet espace? Ben, je crois que c'est déjà dans le titre. c'est de créer des conditions pour amener des hommes à aller au cœur du cœur de leur cœur. Et puis pour moi, c'est de renverser cette polarité ou cette dimension dans cet espace-là, parce que symboliquement, énergétiquement, psychologiquement, j'aime à croire que c'est ici que ça opère. Donc c'est 5 jours où c'est pareil, le premier processus que j'ai vécu, il est super waouh, dense. J'y vois une énergie yang qui est nécessaire pour aller traverser toutes les cuirasses, toutes les protections que chaque homme sait si bien mettre pour se défendre, etc. Donc il y a une énergie comme ça. Et ben là, je vais au contre-pied, donc c'est dense, c'est concentré, c'est comme ça. Et là, les 5 jours, c'est quelque chose qui est plus doux pour descendre, pour aller renverser les choses. Et je suis très attentif justement à l'équilibre de cette polarité masculin-féminin. Et à un moment donné, c'est comme une paire de chaussettes, quoi. Ça se retourne. Donc c'est, je descends, puis il y a un truc qui va donc descendre. On s'en va pendant 2 jours dans la forêt, vraiment pour aller traverser. Alors 5 jours, c'est long, hein. Ça fait beaucoup travailler les hommes, hein. Les hommes disent ah ouais, c'est long quand même, etc. Mais c'est déjà là, c'est en travail parce que ils se posent la question de mais je vaux combien? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est possible? Je préférerais faire ça en 2 heures, etc. C'est toute la tradition de notre monde. Alors que la transformation ne se fait pas aussi simplement que ça, en tout cas sur le principe de ce qui est vivant. Donc c'est 2 jours de descente en pleine nature pour aller toucher sa vraie nature, et puis après il va y avoir 3 jours de travail en dojo. On remonte un peu la surface où on va aller aborder des thématiques
de la transmission, parce qu'il y a des hommes de tout âge qui viennent. Donc, bien évidemment, quand il y a des jeunes je crois que le plus jeune qui a débarqué, il a 25 ans, c'est pas la même préoccupation que un homme de 50 ans ou de 70 ans. Donc, qu'est-ce que je fais ou un futur jeune papa là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est le brassage de ces histoires de vie qui sont séquencées autrement, avec des natures de chapitres. Et moi, en fait, là, j'utilise tout mon savoir, toute ma technicité que j'applique dans l'intelligence collective pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Et en même temps, dedans, j'y mets des ingrédients symboliques, spirituels, énergétiques, etc. pour donner l'occasion aux hommes de se dire, mais c'est peut-être ce terrain-là, cette polarité-là, ou cet axe-là, le sacré, le vivant, chamanisme. Alors, on fait pas de 5 jours de chamanisme, c'est pas mon truc. D'accord? Mais je peux regarder des expériences que j'ai vécues moi-même, les mettre sur les rails ou faire vivre quelque chose pour dire, c'est peut-être intéressant. Et les hommes, ils sont grands pour dire, moi, je vais aller là. Donc, ma plus grande joie, c'est de voir que après ces 5 jours, déjà, c'est de voir leur sourire à la fin, de voir comment ils ont switché, de n'avoir pas su ce qui allait arriver, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Donc, tu vois, il y a encore quelque chose de... Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Et d'observer, c'est quelle approche qui va susciter ce switch, en fait, ce basculement. C'est-à-dire, waouh. Et si... dans la situation, ça amène une forme d'harmonisation, de pacification, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce que là, je me sens en tant qu'homme contributeur pour que d'autres hommes avancent. Et dans le processus aussi, c'est au cœur du masculin, c'est venu, tu vois, dans un état où je méditais profondément sur, mais comment je vais appeler ça? Je sais pas. C'est vraiment descendu à un moment donné. Il y avait comme des principes de fonctionnement et j'ai dit, mais il faut changer quand je dis il faut, c'est plus l'ordre d'une invitation. Je sentais qu'il y avait une invitation à faire autrement et l'invitation qui est posée d'ailleurs, parce que je fais pas ça tout seul. Je fais ça avec Jean-Philippe Ruette que tu connais, que tu as interviewé il y a pas longtemps. Il y a Jean-Luc Champouni qui est avec moi, qui a fait 2 sessions avec moi. Et puis cette année, il y a Sébastien, un Carlier qui va rejoindre l'équipe parce que j'ai vécu une rencontre particulière avec cet homme et je vois en fait ce que cet homme peut amener pour renverser dedans. Donc pour moi oui, cette étape-là, elle est importante, elle est nourrissante. Et quand les hommes vont continuer leur chemin, je leur dis mais c'est super hein, parce que souvent c'est chou doudou pendant 5 jours, mais le travail il est pas là. Ça c'est le réacteur. Là, maintenant, il va falloir aller amener l'électricité autre part et que le travail recommence à un autre endroit. Donc, pour moi, c'est vraiment le grand bénéfice d'y plonger. Et je te disais, un des éléments de pratique, c'est que, et je l'ai posé par exemple à Sébastien, c'est tu ne vas pas être que le gardien du processus, tu vas travailler aussi. Donc, et les hommes nous l'ont dit quand on fait l'après-stage, etc. Qu'est-ce que vous trouvez différent? Ce qui venait les chercher, c'est que il y a des processus où les hommes réfléchissent, travaillent entre eux, nous le faisons aussi en parallèle et avec eux. Donc ce côté surplombant change pour revenir à quelque chose où je suis en parité, sur le même niveau. Et ça, ils nous ont dit, ah oui, ça c'est quand même quelque chose de différent. Alors, c'est bien parce qu'on est plusieurs quand même d'être gardiens dedans. Hein, donc à chaque fois, il y a des rituels, il y a des espaces pour sécuriser ce qui se vit, ce qui se transforme, ce qui est amené là-dessus, hein, pour les hommes qui vivent ça, parce que c'est quand même impliquant, hein, les stages. C'est pas une thérapie. On est bien d'accord, mais étant donné que tu vas aller parler de toi, tu as des fonctions thérapeutisantes. Donc
ok, c'est quoi le cadre pour le faire et comment c'est possible d'y aller, et puis de mettre les hommes en prise de conscience. C'est-à-dire tout ce qui est proposé, c'est pas obligatoire. Donc ils doivent se positionner, doivent dire oui, non, merde. Mais comme je leur dis, si vous me dites ça, ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez voir qu'est-ce qui conditionne la position. Et tout est ok. Ouais, de se responsabiliser aussi. Ouais. Oui, responsabilité, oui. C'est reprendre mon jeu en puissance. Pour moi, c'est ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui essaient de retrouver de la puissance. Et en même temps, c'est confrontant d'aller dans cet espace-là. Parce que soit je suis en attaque, ou soit je me défausse. Et c'est à nouveau un espace qui, pour moi, amène une autre forme d'alignement. Voilà. Et moi, en plus, j'en profite. Je fais mon auto-zéro aussi, je me réaligne à ce moment-là. Donc, pour rien au monde, je voudrais être autre part. Évidemment. Voilà, donc c'est prochaine. Tu peux rappeler les dates? Ouais, les dates, je crois que c'est du 26 mai au 31 mai. C'est dans un lieu complètement incroyable, c'est le domaine du Taillé. D'ailleurs, l'homme qui est le gardien de ce lieu a dit, j'étais très touché la première année, il a dit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes, il y avait 4 hommes qui avaient fait un pas en avant. Et bien évidemment, tu vois, location de salle, etc. Et Jean a dit... la salle t'est offerte parce que, en fait, si j'observe, il n'y a pas assez d'hommes ici. Ça serait temps que ça change. Donc, il y a une énergie particulière que je trouve dans cet espace-là qui équilibre, qui cherche à équilibrer les polarités du masculin et du féminin. Donc, je vous invite à aller regarder les photos. Déjà, c'est waouh. Et puis, on y mange bien. Il y a de la douceur et il y a une super piscine d'eau naturelle dans laquelle nos enfants intérieurs s'activent. Ils ont une planche souvent. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup de joie à aller dans cet espace-là, puis de savoir aussi qu'au même moment, il y a un groupe de femmes qui travaillent. Voilà. Donc, c'est du 26 au 31 mai. C'est qu'une fois par an. Merci, Jérôme. On arrive à la fin de cette belle interview. J'ai l'impression d'avoir parlé une journée avec toi, c'est rigolo. Donc, merci beaucoup. Pour ta présence, tes questions, et puis parce que je me rends compte que ça me fait cheminer aussi. Donc c'est cool. J'ai envie de dire, avec quoi tu repars, comme un peu dans un cercle. Avec la conscience du pouvoir du retournement. Je repars avec ça. Merci pour ces mots, Jérôme. Merci pour ta présence. Merci pour tes lumières. Merci pour ton cœur. Et ben écoute, je souhaite que ça donnera envie à des hommes de se joindre à ce stage, et que ça donnera envie aux personnes de se pencher un peu plus sur l'intelligence collective. Et écoute, je te souhaite une belle continuation. Et puis, merci. Au grand plaisir. Merci beaucoup pour cet espace-là, pour ces espaces d'inspiration que tu proposes. Voilà, avec tous ces personnes que tu interviews. Merci. À une prochaine. À une prochaine, Jérôme. Ciao. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.